Bah, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Danka Dana. Enchantée de vous retrouver dans ce webinaire, même si je ne vous vois pas. Je suis chef de projet, chef de produit chez Upskill for IT, qui est une plateforme de e-learning et e-coaching en ligne. Donc, avec Charles, nous avons développé une formation qui est disponible chez nous, qui justement évoque tous les sujets sur la maintenance de tests et comment améliorer les tests automatisés. Donc, je vais le laisser vous présenter ce webinaire aujourd'hui, que j'espère que vous trouverez tous intéressant. Et si vous avez envie d'approfondir le sujet, je vous envoyer le lien de la formation à la fin. Et après avoir traité avec Charles tous les sujets, toutes les questions que vous souhaiterez lui poser. On va avoir un petit quart d'heure de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas dans le chat, posez vos questions et on va faire une petite passe dessus. À la fin, je lui poserai des questions, il répondra à vos questions. Voilà. Je laisse la parole à Charles. Ouais, bonjour à tous. On a déjà une partie de la présentation. L'idée de ce webinaire, c'est de partager des recettes de tests, des patterns qui sont assez utiles quand on maintient des tests automatisés, qui permettent d'avoir des tests qu'on arrive à maintenir plus facilement et faire en sorte de les garder sur le long terme et d'être assez heureux pour bosser avec. En vrai, les slides et ce que je raconte là, c'est ma toute première conf, c'est la première que j'ai donnée en 2017. Et ça me faisait marrer de la reprendre et de voir ce que je redirais par rapport à ça maintenant. Et du coup, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a des trucs où je vais beaucoup plus en détail dans la formation. Mais dans l'idée, les principes sont là. Et pour moi, c'est des choses qui aident vraiment à faire en sorte que nos tests soient maintenables, lisibles. Et donc, on ait plus envie de bosser avec et pas de se dire au bout de 6 mois, finalement, si on jetait tous nos tests qui nous font perdre plus de temps qu'ils nous en font gagner. Petit disclaimer, parce que je vois qu'il y a des gens qui font, je vais en parler assez vite, mais qui font de la QA. Moi, au départ, je suis développeur, donc c'est très spécifique. Enfin, ça va être des patterns que vous pouvez sans doute utiliser en tant que QA engineer si vous faites de l'automatisation de tests. Et c'est clairement, moi, j'en parle de mon prisme de développeur. Donc, on partage une recette ensemble. Et je connais assez peu votre métier, en vrai. Donc, n'hésitez pas à la fin si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Moi, je suis hyper preneur, donc on en discute après. Et donc, oui, on parle de ce prisme-là, cette histoire. Tu peux partager ton écran, du coup. Ouais. Il est partagé, non? Ah, c'est bon, en slide, oui, pardon, excuse-moi. Tac, je le mets en grand. Ouais, Ok. c'est bon. Comme l'a dit dans le cas, moi je m'appelle Charles, je suis cd9@gmail.com et je suis Seldragdé sur Twitter. J'aime voyager et j'aime manger à tel point que ma boîte de freelance ça s'appelle Burrito Consulting. Je suis archi coach tech freelance. Je m'intéresse à plein de trucs. Si vous avez mangé, tant mieux, parce qu'on va parler de tests, mais on va aussi parler beaucoup de bouffe pendant les 30-35 prochaines minutes. Donc j'espère que vous avez mangé. Et sinon, vous n'aurez pas trop faim. Pour continuer le disclaimer de tout à l'heure, du coup, moi, mon prisme, c'est développeur plutôt back et plutôt du monde du PHP. Donc là, les exemples qu'on va voir, ils sont faits avec PHP Unit et Prophecy, et dans une vieille version de PHP d'ailleurs, mais ça change pas grand-chose au propos. Si vous écrivez des tests avec les frameworks de tests de type XUnit, il n'y a pas de souci. Et Prophecy, c'est un framework de mock, de doublure qu'on a en PHP. Voilà, c'est juste pour vous donner le monde dans lequel on va parler. Mais en fait, tout ça devrait s'appliquer plutôt bien ailleurs. Les idées qu'on va voir là, elles marchent normalement à peu près partout. Commençons. Le premier pattern, donc c'est une version raccourcie de la conf, donc je suis directement au pattern et je vous ai pas mis trop le blabla autour. Mais qu'est-ce que l'anatomie d'un test? Comment moi je vois un test? Un test, quand on est sur une classe XUnit, on a une classe déjà, et avec plusieurs méthodes intérieures qui vont être des méthodes de test. Les méthodes de test, moi je les perçois comme indiquant des règles métiers. Donc là, en l'occurrence, on dit que notre serveur, il annonce le plat du jour. Un truc que j'aime bien faire, c'est d'essayer de faire des phrases pour vraiment décrire le comportement qu'on va essayer de tester. Et donc, je vais éviter d'avoir des tests 1, 2, 3, 4 ou des tests juste le nom de la méthode. Je vais essayer d'en dire un peu plus. En l'occurrence, là, ici, le serveur, il annonce le plat du jour. Ces phrases, comme vous voyez, elles sont à l'indicatif.
et j'essaie de ne pas avoir des phrases au conditionnel. Le meilleur exemple pour ça, c'est plutôt partir vers l'anglais, où ce qu'on voit assez souvent, c'est des tests où il y a écrit « Issued announce to the special ». Et bah là, moi, ça m'embête un peu parce que, en fait, si je veux que mes tests puissent servir de documentation derrière, c'est un de mes objectifs. C'est ça que je veux aussi essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que nos tests peuvent servir de documentation. En fait, une documentation qui est au conditionnel, ça m'inspire pas vraiment confiance. En fait, que fait mon système? Si on me dit le système devrait faire ça, je suis là, ok, est-ce qu'il le fait vraiment? Donc, je préfère que ma documentation, elle soit un impératif. Ce qui se passe dans ma tête, déjà, c'est que pour trouver cette phrase, en général, c'est pas forcément hyper facile de trouver la bonne phrase dès le départ. Donc, faut pas hésiter à se mettre à parler à voix haute, voire à échanger avec son collègue à côté en disant qu'est-ce que devrait faire mon système et à l'expliquer. Et c'est comme ça qu'on a les meilleures phrases, puisqu'on va commencer à former des vraies phrases et pas juste quelque chose dans notre tête. Et ce que je fais dans ma tête, c'est en général, j'aimerais que mon système fasse ça, donc il devrait faire ça. Donc j'ai un peu le should masqué dans ma tête. Et après, je me dis, ok, il devrait faire ça, donc il doit faire ça. Et à la fin, en fait, je me dis, ok, pour avoir une bonne doc, mon système fait ça, ce qui fait qu'à la fin, j'ai le waiter, le serveur, il announces to the special. Donc j'ai enlevé le should. Et je vous ai fait mon schéma mental de comment je l'enlève. Parce que je trouve que moi, ça m'aide à avancer comme ça. Et donc, ce que je vous disais juste avant, j'aime bien essayer de faire des phrases avec le nom de la classe de test et chacune des méthodes de test. Alors là, ici, en l'occurrence, on dit le serveur, il annonce le plat du jour, mais vous pouvez imaginer plusieurs choses. Potentiellement, vous pouvez avoir un nom de classe qui exprime une action dans votre système. Par exemple, quand notre serveur, il prend une commande, donc ça pourrait être le nom de la classe, le serveur prend la commande test, et dedans, on va avoir plusieurs fonctions. Et chacune de ces fonctions va dire, quand il prend la commande, il passe la commande à la cuisine, il indique au client que la commande est bien prise, et je ne sais pas ce qu'il peut faire d'autre. Il note bien sur le bon, il indique à la caisse que la commande est prise, histoire qu'on soit capable de les facturer plus tard, par exemple. Donc on est capable d'avoir une description pour cette action-là, toutes les choses qui doivent être faites. Et ce que j'aime bien, du coup, c'est un peu un rêve, très honnêtement, mais c'est l'idée de pouvoir générer de la documentation pour les personnes métiers. Je trouve que c'est une bonne piste pour essayer de nommer nos tests. Donc nous, avec PHP Unit, et il y a ça dans d'autres frameworks de tests, on a une option qui s'appelle TestDocs qui permet de générer de la documentation. Et en l'occurrence, ici, on peut écrire de la documentation. Alors là, c'est sous forme de texte, mais il fait aussi sous forme d'HTML. On dit, le serveur, il annonce le plat du jour. Le serveur, il transmet une commande pour le plat du jour à la cuisine. Donc voilà, on sait ce que fait notre serveur. Alors je dis c'est un peu un rêve parce que déjà, on a d'expérience assez peu de tests, on est capable de générer de la documentation qui soit aussi lisible. Ensuite, c'est pas évident que des gens aient envie de la lire en face. Quand on transmet de la documentation, on la donne aux gens et ils sont contents de la lire parce que, très honnêtement, personne n'aime lire de documentation. Donc, du coup, on est un peu... c'est un peu un vœu pieux, mais je trouve que c'est une très bonne idée de le voir comme ça parce que ça va nous forcer à vraiment réfléchir au nom de nos tests et à commencer à introduire du vocabulaire métier dans le nom de nos tests. Et on va voir pourquoi c'est intéressant par la suite. Maintenant, donc on a vu notre classe, on a vu le nom de la méthode qui exprime une règle métier, et à l'intérieur de cette méthode, on va avoir le corps de notre méthode. Et là, pour moi, c'est l'exemple. Tout à l'heure, on a dit le serveur, il annonce le plat du jour. Et là, dans notre test, on va prendre un exemple particulier pour montrer cette règle. En l'occurrence, on va lui dire, il y a une cuisine. Cette cuisine, quand on lui demande quel est le plat du jour, elle va répondre des gencives de porc. Et le serveur, il a connaissance de cette cuisine. Donc, quand le serveur fait une annonce, donc le serveur annonce le plat du jour, on récupère cette annonce et on est capable de vérifier que le serveur annonce le chef vous propose aujourd'hui des gencives de porc. Donc ça, c'est un exemple particulier qui montre cette règle métier. On pourrait essayer d'avoir plusieurs exemples pour s'assurer que notre règle elle est bien faite et elle n'est pas en dur. Mais c'est ça l'idée, c'est une règle métier et à l'intérieur un exemple. On parle d'ailleurs en fait d'exemple-based testing pour ce genre de type de test. Et là où je disais que c'était important pour moi, et je pense que c'est une bonne astuce à avoir en tête d'essayer d'avoir nos tests qui servent de documentation, c'est que si on veut avoir une bonne documentation, on doit écrire des noms de tests qui soient parlants. Donc là, notre serveur, il annonce le plat du jour. Et ça nous permet de faire un deuxième saut derrière, qui est de se dire, en fait, dans mon exemple, dans mon code de test, je vais retrouver le même vocabulaire. Ce qui fait que là, dans notre code, on voit bien qu'on parle de serveur et d'annonce le plat du jour. On n'a pas du vocabulaire très technique à l'intérieur. On a vraiment
le vocabulaire métier qui est en train de rentrer dans notre code. Et donc ça, c'est une bonne piste pour commencer à pousser du vocabulaire métier dans notre code. Donc c'est aussi le but. En essayant d'écrire des tests correctement, on arrive aussi à avoir de l'influence sur le design de notre code. On va passer sur un pattern qui est très connu, mais qui est important. On va regarder le même test. Donc ce pattern, c'est arrange act assert. L'idée de arrange act assert, c'est de toujours écrire nos tests de la même manière. Donc ça, l'idée est simple. C'est quand on va regarder nos tests, on va tout de suite savoir ce qui se passe et on va pas être en train de jongler pour essayer de trouver où sont les informations dans le test. On a un pattern qui est commun et on sait où regarder. L'idée, c'est d'avoir 3 blocs dans nos tests. Un bloc arrange, dans lequel on va décrire le petit monde, le petit univers dans lequel va avoir l'action. Donc là, on dit, dans ce monde-là, on a une cuisine. Et cette cuisine, quand on lui demande quel est le plat du jour, elle répond des gencives de porc. Et notre serveur connaît la cuisine. Voilà ce qu'on dit de notre monde. On dit rien de plus que ça. Ensuite, on a une action. Donc là, c'est si vous vous souvenez de vos cours de français de 6e, c'est l'élément déclencheur de votre histoire. C'est la petite pitchonnette que vous lancez dans ce monde. C'est là où il y a des actions qui vont se passer derrière. C'est la première action intéressante. Donc là, le serveur, il annonce le plat du jour. C'est notre partie action. Et ensuite, on a la partie assert. Et c'est là qu'on devrait retrouver toutes nos vérifications. Et là, on s'assure que l'annonce correspond bien à celle à laquelle on s'attendait. Si vous avez utilisé un langage comme Gherkin, plutôt côté Behavior Driven Development, vous connaissez peut-être Given When Then, c'est exactement la même idée, c'est vraiment cette idée d'avoir des blocs bien clairs de qu'est-ce qui se passe, quel est le monde, quel est mon setup en gros, qu'est-ce qui se passe, quelle action je vais faire et qu'est-ce que je vais vérifier derrière. Donc c'est la même idée, c'est exactement la même idée de côté. Et cette idée, elle est importante. Pour moi, c'est un bon moyen de voir si on n'est pas en train de faire des bêtises quand on utilise des doubleurs. Donc on va voir un exemple là. Un objectif que moi je me donne, c'est que mes tests ils puissent me permettre de faire du refactoring. Donc potentiellement, je suis plutôt de l'équipe des gens qui vont tester des grosses grappes d'objets. Donc à l'intérieur, je peux mettre mes objets de différentes manières, je peux bouger la manière dont ils sont faits pour obtenir le même comportement. Donc moi, un des objectifs, c'est que mes tests ils puissent me permettre de refactorer. Je veux pas qu'en changeant mon implémentation, et sans changer le comportement, mes tests cassent. Et il se trouve que assez souvent, quand on voit des vérifications qui sont dans la partie range, au tout début de notre test, il y a sans doute un loup, il y a peut-être qu'on vérifie trop de choses. On va voir l'exemple là ici. Là, on dit, c'est toujours notre même test, notre cuisine, quand on lui demande quel est le plat du jour, elle retourne des gencives de porc, mais par contre, on s'attend à ce qu'elle soit appelée une fois. Ça veut dire que là, on commence déjà à avoir une implémentation qui est un peu forcée. Par exemple, cette implémentation-là, qui est valide finalement, le serveur, il est parfaitement capable d'annoncer le menu. Il se trouve que c'est pas l'implémentation la plus efficiente du monde parce qu'on passe notre vie à appeler la cuisine pour demander quel est le plat du jour. Imaginez un peu votre serveur qui est un peu débordé, qui demande à la cuisine, en fait, c'est quoi le plat du jour? Il fait autre chose, il n'a rien fait. C'est quoi le plat du jour? C'est pas la meilleure implémentation, mais c'est une implémentation sur laquelle vous pouvez potentiellement arriver pendant que vous êtes en train de faire du refactoring. Vous êtes en train de modifier votre code et à un moment, vous avez un appel à quel est le plat du jour à un endroit et puis vous l'avez à un autre endroit et à la fin, vous nettoierez, mais vous avez le droit en fait d'appeler quel est le plat du jour. La cuisine, elle, son taf, c'est de vous répondre le plat du jour. Elle n'est pas censée compter combien de fois vous lui demandez. C'est pas son travail. Donc ça, cette implémentation-là, elle vient invalide. Cette implémentation-là aussi, elle est invalide. En fait, si on travaille au restaurant qui s'appelle la gencive de porc et que tous les jours, la cuisine nous répond, en fait, on va servir des gencives de porc, et peut-être que c'est pas la peine d'appeler la cuisine pour connaître les gencives de porc. Peut-être qu'on peut avoir un cache et stocker cette valeur-là. Et là, cette implémentation-là échouerait tout autant parce qu'on se dit, il faut vraiment que la cuisine soit appelée. Donc là, en l'occurrence, ce test-là, avec les 2 implémentations précédentes, ne fonctionne pas. Alors qu'avec cette implémentation-là, où on dit juste, la cuisine, quand tu l'appelles, elle répond des gencives de porc, on dit dans notre monde, cette cuisine est capable de faire ça. Donc, c'est les outils que tu peux utiliser pour faire ton développement. Tu as à ta disposition une cuisine qui se retourne le plat du jour. Utilise-la, l'utilise pas, c'est un peu ton problème pour ton implémentation. Mais au moins, elle ne fait pas échouer notre test. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, on est dans la partie arrange de notre test et on voit qu'on a enlevé les vérifications. En l'occurrence, ce qui s'est passé derrière, c'est la vraie règle, la meilleure règle en tout cas, il faut la garder en tête, c'est que ici, la cuisine, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a posé une question. On lui a envoyé une query et donc en fait, on peut poser des questions autant de fois qu'on veut à d'autres collaborateurs, à d'autres objets, parce que finalement, ça ne va pas changer leur comportement.
Donc, c'est pas très grave, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Encore une fois, c'est pas forcément la manière la plus, on n'aura pas forcément le meilleur code derrière et le code le plus efficient, mais au moins on a une implémentation qui tourne. Donc là, on va passer sur un autre test qui est le test un peu inverse. C'est qu'on a annoncé quel était le plat du jour et là maintenant notre serveur il reçoit une commande pour le plat du jour. Donc on a notre partie arrange dans laquelle on dit on a une cuisine toujours, on va toujours utiliser une doublure et on va dire au serveur tu connais cette cuisine. Dans la partie act, on va dire au serveur tu reçois une commande pour un plat du jour. Donc ça c'est une partie action. Et à la fin, dans notre partie assert, on a dit il faut que la cuisine pour un plat, le message il faut un plat du jour pour la cuisine doit être fait une fois. Donc en fait notre serveur il doit appeler la cuisine en lui disant il faut un plat du jour une fois, une seule et unique fois. Pourquoi c'est important dans ce cas-là? C'est important parce que en l'occurrence c'est une commande, donc on veut pas que notre serveur n'appelle pas la cuisine. On pourrait avoir différentes implémentations si on n'avait pas cette vérification sur le nombre d'appels. On pourrait avoir cette implémentation-là où finalement le serveur, on lui passe une commande et il prévient jamais la cuisine, ce qui fait qu'on a des gens qui attendent pour des gencives de porc en salle et qui n'ont jamais d'informations. Ou à contrario, le serveur il pète un plomb et il décide de commander à la cuisine des gencives de porc en boucle. Il demande des plats du jour, des plats du jour, des plats du jour. Et on se retrouve avec plein de plats du jour sur le pass et à la fin, on jette de la nourriture. Heureusement, avec ce test-là, ces deux implémentations sont invalides. On veut s'assurer vraiment que quand on reçoit une commande pour un plat du jour, on n'envoie qu'une seule fois à la cuisine l'information qu'il faut en plat du jour. Donc là, la différence, c'est vraiment que c'est une commande. Et donc ça, vous pouvez le vérifier dans la partie assert de votre test en utilisant ce qu'on appelle un spy. Donc c'est un type de doubleur particulier qui va enregistrer tous les appels qui vont être faits pendant votre test et qui, à la fin, va vérifier quels ont été les appels qui ont été faits. Ce qui veut dire qu'on n'a qu'une seule implémentation valide. Ici, c'est quand le serveur reçoit une commande pour un plat du jour, il appelle la cuisine en disant hey, il me faut un plat du jour. Il ne va pas le faire 10 fois, il ne va pas ne pas le faire. Et dans ce cas-là, avec cette implémentation-là, on a un test qui passe. Donc l'idée derrière, c'est qu'on a différents types de doublures. On a des mocks, on a des stubs, on a des spies, on a des fakes. Moi, j'ai une préférence pour travailler plutôt avec les stubs que je vais mettre dans la partie arrange. Donc, le but des stubs, ça va être de répondre à des queries, à des demandes d'informations et sur lesquelles on ne va pas faire de vérification. Donc, dans la partie arrange, je préfère ne pas avoir de vérification. Et dans la partie assert, je vais utiliser des spies qui, eux, vont avoir enregistré tout ce qui va se passer sur eux et qui vont être capables de faire la vérification qui va bien par rapport à mon test. Parce que eux, ils s'occupent des commandes. Donc, c'est ça l'idée. Méfiez-vous en général dans votre partie arrange quand vous commencez à avoir des vérifications sur le nombre d'appels, l'ordre des appels, et ainsi de suite. Vous êtes peut-être en train de trop bloquer votre implémentation. Là, je vais vous parler des endives. C'est vraiment le repas où on mange que des trucs beaux. Les endives. L'idée de vous parler de ça, test class per fixture, l'idée c'est de vous dire, en fait, sentez-vous libre de sortir de ce qu'on voit beaucoup dans les tutos sur les tests, où on a une classe d'implémentation, et pour chaque classe d'implémentation, on a une classe de test. En fait, n'hésitez pas à tenter des choses. Si ça vous aide à avoir des tests qui sont plus lisibles, plus maintenables, ça peut être une bonne chose. Ce que je vous disais juste avant, moi j'aime bien que mes tests me permettent de refactorer, et je trouve qu'une bonne technique pour ça, un truc que moi j'aime bien, on ne sera pas tous d'accord là-dessus, mais un truc que moi j'aime bien, c'est avoir des graphes de classe, exercer des graphes de classe assez importantes, comme ça je vais pouvoir modifier ce code-là à l'intérieur, tout en gardant mon comportement. En l'occurrence, ça veut dire que j'ai une classe de test pour plusieurs classes d'implémentation. A contrario, on peut aussi avoir plusieurs classes de test pour une seule classe d'implémentation. Ce que je voulais vous montrer là. En l'occurrence, les endives, moi j'aime bien les endives crues, mais j'aime pas les endives cuites. Je trouve ça vraiment trop amer. Et donc, j'ai un test pour ça. Une endive de base, elle est crue, et une endive de base, elle est bonne. Et on voit que dans ce setup, on crée une endive, et on regarde si elle est crue, et on regarde si elle est bonne. Assez simple. Et on a dans l'autre sens, une endive cuite, elle n'est pas crue, et une endive cuite, elle n'est pas bonne. Et on voit que dans le setup, là ici, on a une endive, et on la fait cuire les deux fois. On voit qu'il y a de la duplication entre ces tests. On voit qu'il y a un pattern qui émerge où on a une différence d'un côté dès qu'on parle d'endives de base et des endives cuites. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est potentiellement sortir des deux classes de test, créer une classe de test pour chacune de ces répétitions. Et donc, on va avoir un truc qui va s'appeler une endive de base
j'ai un peu forcé le trait sur le nom de cette classe. Mais on va avoir une classe de test qui va être une endive de base dans laquelle on va utiliser une fonction de setup et on va dire, je crée une endive et c'est cette endive qu'on va utiliser pour tous nos tests. Point setup rapide. Moi, je suis pas hyper. J'aime vraiment bien quand les tests, ils ont tout le comportement qui est indiqué dans le test. J'ai pas envie de faire des allers-retours entre les setups, une classe parente, ainsi de suite. Je préfère avoir toutes les informations sous mes yeux ou une classe de fixture qui est loin ou des données SQL qui sont bloquées dans un fichier. Je préfère avoir tout sous les yeux et utiliser différents patterns pour faire ça. Cet exemple-là, il est particulier parce que vraiment, on va avoir une description au départ qui va être valide pour tous les autres tests. Donc, on va pas avoir des pièges, en fait. On n'a pas la moitié des infos dans le setup qui nous servent et l'autre moitié qui nous sert pas en fonction des tests. Là, on a vraiment un truc où tout ce qui est dans le setup est pertinent pour la suite. C'est pour ça que je trouve que dans ce cas-là, le setup est une méthode qui fonctionne. On va avoir une autre classe de test qui va être une endive quit, où là, pareil, on va avoir remis en commun tout ce qu'on avait de duplication. Donc, on va créer une endive, on va la faire cuire, et on va s'assurer qu'elle n'est pas crue et qu'elle n'est pas bonne. On est capable de générer de la documentation à partir de ça, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Une endive de base, elle est crue, est bonne, et une endive cuite n'est pas crue, n'est pas bonne. Il se trouve que, donc ce que je disais tout à l'heure, j'ai un peu forcé le trait, une endive de base, si je génère ma documentation et que je vais voir mes collègues du métier en leur disant une endive de base, elle est crue, elle est bonne, ils vont me dire c'est quoi une endive de base en fait, Charles? Genre ça veut pas dire grand chose, c'est une endive crue, une endive cuite. Une endive de base, ça n'a pas trop d'intérêt. On a des vrais noms. Peut-être qu'il y a des espèces d'endives, j'en sais rien. Sans doute, d'ailleurs, ceux qui ont un domaine métier autour de l'endive. Et donc, on peut remettre à côté nos deux setups et se dire, d'un côté, on a l'endive cuite, celle qu'on fait cuire, et de l'autre côté, il y a l'endive qu'on fait pas cuire. Et là, a priori, les personnes du métier, si on l'a pas trouvé nous-mêmes, vont nous dire, oui, c'est une endive crue. En fait, si c'est pas une endive cuite, c'est une endive crue. Donc, on va renommer notre test pour améliorer notre documentation. Vous voyez cette boucle qui se forme. On a ici une endive crue et on voit qu'on n'a pas tout à fait un match entre le nom de la classe et le nom et le code qu'on a dans le test. D'un côté, on parle d'endive crue et de l'autre côté, on parle d'une endive. Je ne sais pas si vous entendez mon chat qui essaie de rentrer dans la pièce. Ce qui veut dire que pour essayer de rematcher le vocabulaire métier, on va avoir on va pouvoir introduire un constructeur statique, une factory statique pour faire un constructeur nommé et dire en fait, plutôt que d'appeler directement le constructeur d'endive, on va essayer de lui donner un nom. Ce qui fait que désormais, on peut écrire une endive crue et on a bien le vocabulaire métier qui est en train de revenir. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, ça nous pousse à améliorer notre design de code. Don't mock what you don't own. Ça, c'est un des principes qu'on retrouve beaucoup quand on parle de test. C'est l'idée de ne pas aller... alors, c'est mock, au sens un peu global, mais c'est de ne pas aller ne pas aller créer des doublures pour du code qui ne nous appartient pas. On va voir pourquoi. Je vais vous expliquer la fois où je n'ai pas mangé mon gratin après avoir attendu 50 minutes. Il se trouve que j'aime bien manger des gratins, contrairement aux endives cuites. Et un gratin cuit au four donne un gratin croustillant. Donc si on a un gratin et qu'on le fait cuire pendant 50 minutes, on obtient un gratin croustillant. Donc là, notre exemple, on dit, si j'ai un gratin, que j'utilise un Realistisk et que je fais cuire ce gratin avec mon Realistisk pendant 50 minutes, je suis censé avoir un gratin croustillant. Si on se penche un peu sur la classe Realistisk, déjà on voit qu'elle vient du namespace IKEA, donc c'est pas vraiment chez nous, c'est pas chez Burrito Consulting et c'est pas chez moi, c'est chez IKEA. On voit qu'on a du vocabulaire extrêmement curieux. Déjà Realistisk, c'est hyper bizarre comme mot. Ça retourne un talrik, il y a une méthode Laga qui prend un talrik et un varactiget, ça a l'air de dormir pour un varactiget. Après, ça retourne un phare et une varm talrik. Avec le peu de suédois que je connais, je peux vous dire que ça veut dire faire un plat chaud. Donc ça fait un plat chaud par rapport au plat froid pendant une certaine durée. C'est une sorte de mapping. Donc on voit que ce vocabulaire-là, il n'est pas vraiment là. Mais bon. Le truc, c'est que ce test-là, il prend 50 minutes. On vient de voir l'implémentation. Ça fait un slip pendant 50 minutes. Et ça, c'est un peu long comme test. Un des objectifs que j'ai, moi, c'est de pouvoir lancer mes tests hyper souvent, notamment parce que je fais du TDD, que j'ai une sorte d'habitude de lancer des tests plusieurs fois par minute. Et clairement, 50 minutes, je peux pas les lancer plusieurs fois par minute. C'est un peu ennuyeux. Donc ce test-là, moi, il me satisfait pas. En général, dans l'équipe, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui dit, tu sais quoi, on va mettre une doublure.
Et donc là, si on essaye de mettre une doublure par rapport au code qu'on a actuellement, on se retrouve avec un truc un peu comme ça. On a un Talric, on va faire une doublure de Talric, et on va le paramétrer pour dire que quand il prend fat Talric, il retourne un gratin croustillant, et on a une doublure de doublure comparée au Realistix. Bref, c'est incompréhensible. C'est pas extrêmement lisible comme test. Donc c'est déjà un indice, il y a un smell, hein, le test il n'est pas compréhensible. Ensuite, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer de créer des mocks autour des ORM. Je pense que c'est un truc qu'on essaye tous à un moment de notre vie, quand on écrit des tests au départ. Mais on se retrouve avec ce genre de mock dans des mocks, truc pas clair. Bref, c'est plutôt un smell, plutôt pas une bonne chose. Et si on regarde, oui. Et donc, moi, du coup, un soir, l'histoire de pourquoi j'ai pas mangé mon LSI, c'est que c'est un four connecté. Et du coup, il y a une mise à jour un jour. Et il y a un soir où moi, j'ai mis mon gratin. Donc, ce test-là passait. Avant de lancer mon gratin, je me suis dit, quand même, je vais vérifier que je suis capable de faire cuire un gratin. Donc, j'ai lancé mes tests. Et puis, j'ai mis mon gratin au four et j'ai attendu 50 minutes. Et à la fin des 50 minutes, mon gratin était froid, toujours dans le même état. Plutôt pas une bonne affaire. Donc, je suis allé voir le code après cette mise à jour. Et je me rends compte que IKEA, ils ont fait un breaking change. Plutôt d'appeler far and warm Talric, comme tout à l'heure, ils appellent far and kalt Talric, ce qui veut dire faire un plat froid. Ce qui fait que ça ne chauffe plus, en fait. Et ça, je m'en suis pas rendu compte, alors que mon test, il passe, en fait. Ce test, il passe. J'ai fait une doublure, et j'ai tellement moqué, j'ai tellement remplacé des choses qui ne m'appartiennent pas, que je me suis pas rendu compte que ça ne fonctionnait pas. C'est plutôt pas une bonne chose. Par contre, si on regarde le test que j'avais précédemment, celui qui prend 50 minutes, lui, il est capable de dire « Ah non, à la fin de 50 minutes, tu n'as toujours pas ton gratin. » C'est clairement le test que j'ai fait quand j'ai mis mon gratin derrière dans mon four. Donc on voit que d'un côté, on a un test qui va être extrêmement rapide, mais finalement assez peu fiable, voire pas très fiable en cas de breaking change du code de nos partenaires. Et dans l'autre cas, on va avoir un test qui va être long, mais qui lui, au moins, va nous indiquer le problème. Et donc, comment on peut faire pour essayer d'avoir un entre-deux dans notre suite de test pour avoir quelque chose qui soit à la fois plus rapide et qui nous donne quand même un bon niveau de confiance. Il y a un indice, encore une fois, autour du vocabulaire. C'est un peu une marotte, je reviens souvent dessus, mais là, ici, notre gratin, on dit il cuit au four. Un gratin cuit au four donne un gratin croustillant. Et quand on regarde notre exemple à l'intérieur, on voit qu'on ne parle pas du tout de four, on parle de réalistique. Donc ça marche pas. Et si on regarde notre test avec les mocks, pareil, on voit qu'on parle de Talric, de fat Talric, réalistique, laga. Bref, on a du suédois au milieu de notre code en français. On voit bien qu'il y a un truc qui ne colle pas avec le vocabulaire qu'on aimerait utiliser. Donc on sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Une solution, ça va être de forcer à avoir du vocabulaire et créer une séparation entre ce qui est à nous et ce qui est à IKEA. Et pour ça, on voit qu'on parlait de four juste avant. Et on peut introduire une interface four qui va être notre frontière entre les deux. Donc cette interface four, nous on aimerait qu'elle ait une méthode cuire qui prend un plat et une durée. Et donc, ça y est, on commence déjà à avoir un truc un peu mieux. Notre test cuit au four donne un gratin croustillant. Donc notre gratin, c'est notre gratin cuit au four, le test, pas cuit au four, il ne donne pas de gratin croustillant. Le four, du coup, on va faire une doublure du four et on va dire, si j'utilise un four et que je fais cuire pendant 50 minutes, ça retourne un gratin croustillant. Ça, c'est presque une recette de cuisine finalement. On parle vraiment de n'importe quel four. C'est quand vous lisez votre recette, si vous dites mettez au four, et vous dites pas mettez-le dans un réalistique ou dans le four de votre cuisine. Donc voilà comment ça marche. On a fait notre setup ici avec notre doublure. Ok, le truc c'est que moi dans mon implémentation, dans mon code, je suis quand même obligé d'utiliser un vrai four. L'interface, elle va pas m'emmener bien loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un four de la cuisine, qui est un type particulier de four. Donc il y a le four de la recette, le four de la cuisine, et à la fin, il y a ce que j'utilise, que moi j'appelle le four de la cuisine, qui est en réalité le réalistique d'IKEA. Donc j'encapsule le réalistique d'IKEA. Donc je le passe, et dedans, on voit dans la méthode cuire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle Talric, sysrealistic laga, et elle récupère Talric, elle fait fat Talric. Bref, elle fait tous les trucs un peu bizarres qu'on avait précédemment dans notre classe gratin, quand on faisait cuire avec le réalistique. Donc on voit qu'on avait réussi, avant on avait poussé ce vocabulaire en suédois très profondément dans notre code métier, et désormais, on est capable de dire, le gratin, quand on fait cuire avec le four, on fait four cuire, la durée, et voilà. Donc on a réussi à repousser notre vocabulaire métier plus profondément dans notre code, et on ne s'embête pas avec le vocabulaire en suédois. Le truc, c'est que, ok, on a ce test-là qui désormais tourne en quelques millisecondes, puisqu'il utilisait doublure, donc il est extrêmement rapide. Mais en revanche, je ne sais toujours pas si mon four de la cuisine fonctionne réellement. Donc j'ai réussi à avoir des tests très rapides, mais j'ai quand même, si je veux m'assurer que mon four de la cuisine il fonctionne réellement,
je suis obligé d'utiliser un test qui va être plus long, mais j'ai pas envie qu'il prenne 50 minutes parce que sinon tout ça ne reste servir à rien. Une solution dans ces cas-là, c'est de dire, OK, je veux créer un four, je vais tester mon four de la cuisine, ce four spécifique, auquel je vais passer le vrai réalistique, donc je vais pas du tout lui passer une doublure, je veux vraiment lui passer la vraie implémentation du réalistique de chez IKEA. Comme ça, quand eux, ils vont la changer, et ben, je vais savoir si elle est cassée ou non. Et je vais essayer de faire cuire quelque chose de plus rapide qu'un gratin, et par exemple, du fromage de chèvre. Et si je fais cuire du fromage de chèvre pendant 10 minutes, j'ai du chèvre chaud. Donc on voit qu'à la fin, au tout début, on avait un test qui prenait 50 minutes et qui était très long, mais qui nous donnait plutôt confiance, qui nous donnait un bon niveau de confiance. Et ben là, maintenant, on a séparé un peu le problème en disant, OK, j'ai un test qui est très rapide, qui va utiliser une doublure, mais une doublure qui m'appartient. Et de l'autre côté de la frontière, je vais utiliser un test qui va utiliser le vrai réalistique, le vrai code qui ne m'appartient pas. Mais par contre, je vais essayer de le faire moins souvent. C'est plutôt moins souvent en général que plus rapide. Ou alors de faire une action qui est plus rapide pour s'assurer que ça fonctionne. En l'occurrence, là, on a fait cuire quelque chose en 10 minutes. Ce fait qu'on a un peu le meilleur des deux mondes. On est capable d'avoir en gros des tests qui prennent 10 minutes et qui nous donnent un bon niveau de confiance par rapport à des tests qui prennent 50 minutes. Voilà comment manger du gratin de manière à peu près sereine. Ok, maintenant on va parler de quiche. Donc là, l'idée, c'est de ne pas dépendre du système. On dépend du système quand on va faire de l'aléatoire, quand on va regarder ce qui se fait autour des dates, les meilleurs exemples, quand on va aller chercher des UID. Bref, il y a des fois où il y a des choses qu'on ne contrôle pas et c'est assez pénible et ça nous embête dans nos tests. En l'occurrence, une quiche, elle est consommable 2 jours après avoir été cuite. Donc là, si on regarde ce test, et si je ne me suis pas planté sur les dates, normalement, ce test passe aujourd'hui parce qu'on a créé une quiche hier. Donc aujourd'hui. On a créé une quiche aujourd'hui. Mais par contre, dans 2 jours, on aimerait que ce test On aimerait que ce test continue de passer parce qu'on n'a pas envie de maintenir nos tests en permanence. Mais par contre, ce test, dans 2 jours, va se mettre à échouer. Parce que l'implémentation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aller chercher directement la date dans le système. Donc là, on n'a pas vraiment moyen de contrôler cette date. Il y a des techniques pour le faire. L'idée, c'est de se dire qu'on n'a pas vraiment moyen et plutôt de changer notre design pour pouvoir le faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre test passe, mais dans 2 jours, ce même test va échouer. Donc là, il y a une solution. Il y a plusieurs solutions. La première solution est d'aller éditer notre test à chaque fois qu'il échoue. C'est assez usant et c'est pas très intéressant à faire. Les autres solutions, ça peut être d'utiliser des dates relatives et de dire, bah, OK, je prends toujours quelque chose avec 2 jours de retard, qui fonctionnerait aussi. Le truc, c'est que si vous arrivez au niveau de la seconde, ça commence à être un peu plus périlleux de faire ce genre de truc-là, si vous avez des vérifications précises à faire. Et sinon, eh ben, vous pouvez aussi dire, OK, je vais donner un laps de temps autour pour vérifier que tout va bien. Mais là encore, bah, ça défie un peu l'idée d'avoir quelque chose de précis parce que vous êtes en train de rajouter de l'incertitude autour. Donc, plutôt pas une bonne idée ces techniques-là. Une bonne solution est plutôt d'utiliser, de changer un peu son design et d'introduire une manière de contrôler, en l'occurrence ici, le temps, en introduisant une horloge avec une fonction qui va s'appeler maintenant. En production, on peut avoir notre classe de production horloge qui, elle, va faire cet appel à new date time. Donc quand on appelle maintenant, c'est comme avant, on va retourner un new date time. Ce qui fait que dans le code de prod, on peut parfaitement utiliser un production horloge. Et là, ici, notre quiche, et ben, plutôt que d'appeler directement le new date time, elle va appeler l'horloge, elle va demander l'heure à l'horloge. Ce qui fait qu'on va être en mesure de contrôler quelle date il est actuellement dans notre faux système pour les tests. Plusieurs possibilités. Là, je l'ai fait avec une doublure, avec un stub, qui va répondre quand on l'appelle, qui va prendre une certaine date. Une autre solution peut être de créer un stub à la main en créant une classe qui s'appellerait testable horloge, ou horloge de test, ou peu importe, qui serait contrôlable de la même manière pour pouvoir retourner une date que vous avez choisie. Et désormais, on a choisi la date, donc ce test continuera de passer, même avec le temps qui avance. Il sera encore bon dans 2 jours, il sera encore bon dans 100 ans, si PHP existe encore. Une autre solution peut être aussi de transformer un peu notre problème. Est-ce que c'est vraiment très intéressant de savoir que ma quiche est consommable maintenant, alors que potentiellement, ça peut être tout aussi intéressant de savoir qu'elle est consommable demain ou après-demain. Par exemple, si j'organise mon menu, je veux savoir si ma quiche sera toujours bonne dans 2 jours. Donc, je n'ai pas forcément besoin de savoir exactement si elle est bonne maintenant. Donc là, on peut transformer un peu le problème dans est-ce qu'elle peut consommer le et passer une date. Et à partir de là, notre test, on n'a même plus besoin d'horloge, on est capable d'utiliser 2 dates, ce qui règle notre problème, et ce test continuera de passer. Un des points qui revient souvent, un truc assez agaçant quand on utilise quand on a des tests, c'est que d'avoir des faux positifs parce qu'on va modifier notre code et on se retrouve avec plein de tests qui échouent d'un coup. Ça arrive souvent quand on a de la construction d'objets. En l'occurrence, un plat de pâtes, il est bon s'il contient de la viande, du fromage et de la sauce. Donc on a notre plat de pâtes, il contient différents ingrédients.
D'autres ingrédients, ils contiennent un type et un nom. C'est cool, mais on a une nouvelle fonctionnalité qui arrive et qui nous dit on aimerait bien rajouter la date limite de consommation. Et si on utilise le constructeur d'ingrédients dans plein de tests, on se retrouve à devoir aller dans tous les tests pour pouvoir changer ce type-là. Et changer toutes les fois où on utilise le constructeur. Ce qui fait que c'est extrêmement long. Là, on l'a que 4 fois, donc c'est plutôt facile à faire, mais imaginez que vous l'avez des centaines de fois et vous passez un mauvais moment. À moins d'utiliser des méthodes, des outils de refactoring automatisés de votre IDE, peut-être que vous allez gagner un peu de temps. Une solution à ça, quand vous avez des types que vous réutilisez souvent, quand vous avez vraiment des choses qui vous servent dans plein de tests et qui sont très spécifiques, par exemple, vous voulez parler d'un utilisateur en particulier, un administrateur, vous pouvez vous faire un objet pour administrateur, ainsi de suite. L'idée, c'est de se créer une factory qui va vous permettre de créer plein d'objets différents. En l'occurrence, ici, on va pouvoir créer de la viande, des légumes, du fromage, de la sauce. Et si on utilise ça partout, le moment où on doit rajouter la date limite de consommation, finalement, on n'a que dans cette classe-là à passer pour pouvoir corriger tous nos tests et les remettre à passer d'un seul coup. Donc, on gagne du temps. Dans nos tests, désormais, on peut utiliser l'ingrédient Mother en disant fromage, viande, sauce et légumes. Et pour améliorer un peu la lisibilité, en PHP, une astuce, et je pense qu'il y a d'autres astuces dans d'autres langages, mais ça peut être d'encapsuler cette factory dans une fonction, ou alors on pourrait directement utiliser cette fonction-là sans passer par la classe, peu importe, dans une fonction. Ce qui fait que désormais, on a écrit un test est bon s'il contient de la viande, du fromage et de la sauce, et quand on le lit, on retrouve bien le même vocabulaire à l'intérieur. Donc on voit qu'en plus, on a réussi en faisant ça à enlever le bruit. Avant, on parlait de parmesan, on parlait de lardon, je crois. Et on voit que du coup, on a enlevé du bruit, on a gardé que les informations qui sont pertinentes pour nos tests. On n'est pas en train de lire des choses qui nous servent à rien. Donc on a vraiment les informations précises. L'object Mother, c'est hyper cool quand on va vraiment avoir des types qui vont se ressembler à chaque fois. Mais parfois, on a besoin de les configurer. Et pour ça, on peut utiliser un autre pattern, qui est personnellement mon pattern préféré dès qu'on parle de tests, qui est des builders. Il y a énormément de trucs à dire. Ça, c'est la version très courte des builders. Un builder, ça sert à pouvoir configurer les objets. Alors, comment ça se passe? Là, ici, notre plat de pâtes, il n'est pas consommable s'il contient un ingrédient avec une date limite de consommation dépassée. Et comme je vous le disais tout à l'heure, là, on a du bruit. On n'est pas très intéressé par sortir du parmesan et des lardons. Tout ce qui nous intéresse, c'est la date limite de consommation. Et pour ça, on va utiliser un builder pour masquer ce bruit-là et être capable de configurer des ingrédients. Donc, un builder, c'est une classe ingrédient builder, qui a des différentes méthodes et différentes propriétés. Il y a une méthode particulière qui s'appelle build, et cette méthode va être en charge de créer un ingrédient par rapport aux propriétés qu'il a. Donc là, tout à l'heure, comme pour l'ingrédient Mother, ça veut dire que si on utilise notre builder dans beaucoup de nos tests, quand on doit rajouter un paramètre à un ingrédient, tout à l'heure, on avait le type, par exemple, que j'ai enlevé pour cet exemple-là. Si on devait remettre le type, on pourrait juste changer à cet endroit-là, dans cette méthode build, pour refaire passer tous nos tests d'un coup, ce qui est plutôt pratique. Ça évite, ça facilite la maintenance de nos tests. Donc, notre méthode build, elle va retourner un ingrédient. Pour configurer quelles vont être ces valeurs-là, on va avoir des fonctions qui vont nous permettre de configurer le type de l'ingrédient. En l'occurrence, ici, on a deux fonctions qui s'appellent nom et avec une DLCLE. Donc, j'attire votre œil sur le fait qu'on n'a pas des méthodes qui s'appellent set nom et set DLCLE. On essaie vraiment de faire quelque chose qui va nous permettre d'avoir quelque chose d'extrêmement lisible et que ça fasse un peu comme une histoire, que ça fasse un texte qui soit facile à lire. Ce qui fait qu'à la fin de nos tests, il pourrait un objectif qui est encore une fois un peu lointain, mais c'est de se dire peut-être que même le code de nos tests, il pourrait être lisible par les experts métiers, et le builder est un pas plus vers ça. On voit aussi que chacune de ces méthodes retourne l'instance courante, ce qui va nous permettre d'avoir une interface fluente et de chaîner les appels. Vous pouvez aussi vous dire que votre builder, il va être... je vais pas avoir le mot, mais retourner toujours le même objet. Pas possible. Trou de mémoire. C'est pas grave. Mais si vous avez compris, si je pensais moi que vous avez compris l'idée, pour éviter d'avoir des changements de comportement immutables, voilà. De faire en sorte que votre builder il soit immutable pour éviter des problèmes. Mais la version basique, c'est vraiment vous retourner pour avoir une interface fluente. Votre builder, à la construction, c'est bien de mettre des valeurs par défaut pour les propriétés. Ici, on va dire que c'est pomme de terre avec la date de limite de consommation, elle est maintenant. Ce qui fait qu'en fait, on n'est pas obligé d'appeler toutes les méthodes pour setter des informations, pour configurer notre builder. On va avoir des valeurs par défaut. Et en fait, il y a plein de fois où ces valeurs par défaut suffisent pour notre test. Comme pour les factories, on est capable de encapsuler ça dans une fonction pour avoir quelque chose d'encore plus lisible. Ce qui fait qu'à la fin, on est capable d'écrire un ingrédient nommé poisson pané avec une DLCLE, une certaine date, et le construire, et on obtient bien notre poisson pané du passé.
Et donc là, qu'est-ce que ça donne dans notre test? On est capable d'écrire un ingrédient avec une DLC avec la new date time de 2017, 30 octobre, et de construire notre test. Donc on voit qu'on a quelque chose de très lisible. On a un plat de pâtes avec un ingrédient avec une DLC et un autre ingrédient avec une DLC. Donc on a quelque chose d'extrêmement lisible et on a enlevé le bruit autour. Je ne sais pas si on a encore du temps dans le cas, tu me dis, mais sinon on peut rapidement parler des data providers. L'idée du data... Oui, enfin, on peut commencer un petit peu à aller vers la fin d'ici 5 minutes si on peut terminer. Après, on laisse 10 minutes pour les questions-réponses. Parfait. J'imagine que tout le monde reprend vers 14 heures. Donc, Ce timing n'hésitez est pas, parfait. vous avez le point d'interrogation, questions, pour poser vos questions et on en discute à la fin. Je te laisse Charles reprendre. Yes. Ouais. Data provider. L'idée du data provider, ce que je vous disais au début, c'est que pour moi, les noms des méthodes sont des règles métiers et pas des exemples. Enfin, que les exemples sont à l'intérieur du corps des méthodes de test. Et là, par exemple, si on regarde ici ce test, on voit un plat est végétarien s'il ne contient que de la salade, est végétarien s'il ne contient que du fromage, n'est pas végétarien s'il contient de la viande. Et on voit que là, on parle que d'exemples pour montrer ce qu'est un plat végétarien, mais on n'a pas la vraie règle métier qui serait plutôt un plat est végétarien s'il ne contient que des ingrédients végétariens. Qui serait une meilleure règle métier finalement. On voit aussi qu'on a la duplication dans nos tests. Dans chaque test, on va créer un plat avec certains ingrédients, donc on a 3 fois. Et à la fin, on fait toujours à peu près la même vérification. On fait une vérification à certain et surtout on appelle plat et végétarien à chaque fois. Ce qu'on peut faire pour essayer de revenir sur cette idée d'avoir toujours des règles métiers dans les noms des tests, c'est de dire d'introduire 2 constantes, et végétarien n'est pas végétarien, pour avoir quelque chose qui soit lisible, et d'introduire un data provider. Un data provider, c'est une fonction qui va nous donner une liste d'exemples avec une liste d'exemples. En l'occurrence, un plat avec une salade est végétarien, fromage est végétarien, viande n'est pas végétarien. Et on retrouve au-dessus la qualification d'exemple qui était le nom de nos anciens tests. Pour utiliser nos data providers, on a une annotation en PHP, des techniques différentes en fonction des langages. Et puis, on a d'autres trucs depuis avec PHP init, mais là, en l'occurrence, il va appeler plat et il va itérer sur chacun des exemples pour tester. Et donc, il va tester à chaque fois, est-ce que mon plat est végétarien? Il va demander s'il est végétarien et on va regarder si on a bien la valeur à laquelle on s'attendait. Et en plus, on est passé de plat et végétarien s'il ne contient que de la salade, ainsi de suite, les exemples, à un plat et végétarien s'il ne contient que des ingrédients végétariens. Donc, on a réussi à revenir sur notre règle métier. Donc, c'est ça que je trouve intéressant avec les data providers. En conclusion, je pense que vous avez à peu près compris l'idée. Moi, il y a un truc qui est important pour moi, c'est les tests peuvent servir de documentation et ça, c'est clé parce que ça veut dire qu'on va faire des efforts sur nos tests. Si on se donne ça comme objectif, même si c'est un peu vain et que potentiellement personne n'ira à cette documentation, en tout cas, nous, en tant que développeurs, si on la lit, ça sera beaucoup mieux. On comprendra mieux nos tests et ça sera beaucoup plus facile de comprendre ce que fait notre système. Donc, nos tests, ils servent de documentation. Notre documentation, elle a une influence sur nos tests. Si on essaie de lire notre documentation et qu'elle est incompréhensible, puisqu'elle est générée depuis nos tests, on a intérêt à faire un effort sur nos tests pour améliorer notre documentation. On a vu que nos tests, ils avaient une influence sur le design. Quand on a eu des informations quand on a eu des choses qui étaient difficilement testables, notamment on a vu avec la date pour la quiche, et ça a eu une influence sur notre design. Et enfin, notre design il a également une influence sur les tests. Quelque chose qui est difficilement testable rend les tests, un design compliqué rend les tests un peu compliqués à mettre en place. Donc on voit qu'on a toute une synergie entre toutes ces choses-là et que les garder en tête, pour moi, permet d'améliorer un peu tout. Parce qu'on va essayer d'améliorer la maintenabilité d'un côté et la lisibilité, qui sont 2 choses qui vont très bien ensemble. Et pour avoir de la documentation, enfin bref, on a tout un cercle, c'est un brouillon, et on a tout un cercle qui se met en place. Et voilà pour aujourd'hui. Dans le cas. Je suis là. Voilà, j'espère que Charles a suscité un petit peu d'intérêt de votre côté ou qu'il a répondu à certaines questions que vous posiez. Je vois que on pose des questions. Merci Mohsen, merci Marie-Hélène. Voilà, super presse. Dans les questions, j'ai la question de Evelyne. Je ne sais pas si ça a été montré, mais serait-ce possible de voir à quoi ressemble la fonction et végétarien de la classe plate, s'il vous plaît? Alors c'est pas possible parce que je suis pas sûr de l'avoir vraiment codé en vrai, mais ça serait.
Mais dans l'idée, ça serait une boucle autour de tous les... Ouais, là on est embêté parce qu'on a que des chaînes de caractères, donc je comprends la question, mais on aurait peut-être des types un peu plus... idéalement, on aurait des types un peu plus costauds qui seraient capables de dire, bah moi je suis un ingrédient végétarien ou pas végétarien, et donc d'itérer autour de ces types-là pour savoir si tous les ingrédients sont végétariens ou non. Mais j'ai pas le code là, et vraiment c'est plus des exemples prétextes que du vrai code de production. Donc je suis désolé pour ça. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Autre question, à part Evelyne. Evelyne est en train de nous répondre. Hop. Lucas, quand tu dis que les tests peuvent influencer le code, je me demande si ce n'est pas plutôt aux tests de s'adapter au code. Quand tu dis que les tests peuvent influencer le code, Je me demande si c'est pas plutôt aux tests de s'adapter au code et pas l'inverse. ah, Question philosophique. ouais, non, en fait, pas forcément. On voit qu'il y a un peu des deux. La boucle, elle va un peu dans les deux sens. Un système qui est difficilement testable va être difficilement testable, on va avoir du mal à vérifier des choses et ça va nous pousser à faire des tests extrêmement compliqués, alors que si on prend le temps et l'effort de changer un peu notre design, potentiellement, on va être en mesure de faciliter nos tests et on a potentiellement un meilleur design. En fait, derrière, on a rajouté, par exemple, le concept de l'horloge, pour prendre l'exemple qu'on avait là. Le concept de l'horloge, on a enfin quelque chose qui part, on est capable de dire on a une horloge. Et de l'autre côté, on a aussi, pour la suite, on a aussi parlé de se dire, OK, est-ce que ma quiche, elle est consommable dans plusieurs jours? Et en fait, c'est aussi une manière d'améliorer notre code, selon moi, où ça peut être un bon use case. Donc ouais, ça va un peu dans les deux sens. Je sais pas si ça répond à ta question, Lucas. On a une question de la part de Patrice. Désolée, j'ai raté le début, mais vous ne parlez que des tests unitaires, oui, puisque c'est pour du dev. Ouais. Bah, alors, Bon, c'est, ouais. là c'est compliqué parce que la définition de test unitaire, elle varie vraiment d'une personne à l'autre. Enfin, il y a une définition communément admise qui, selon moi, n'est pas la bonne. Donc, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Cela dit, les patterns qu'on a vus là, une partie, notamment les patterns qui vont nous servir pour créer des objets. Alors déjà, on a vu des tests d'intégration à un moment qui était quand on a parlé du four de chez Ikea, on a fait une intégration avec le four de chez Ikea. En fait, donc pour moi, c'est une forme de test d'intégration. On s'est intégré avec un autre code. C'est pour ça que nos définitions elles jouent un peu là-dessus. Et après, en fait, les patterns de création, notamment le builder, peuvent servir pour aller CTD. On peut utiliser un builder pour aller créer des queries SQL et CTD des valeurs en base de données. Donc ça peut être une solution. Donc on peut utiliser ces patterns-là pour créer des données en base de données, par exemple. Donc ça marche pas forcément pour des tests unitaires, mais ça dépend quelle est notre définition de test unitaire derrière. Donc je suis pas sûr. Ok. On a Joanne qui a posé la question, qu'est-ce que tu penses d'utiliser RunKit dans les tests en PHP pour Mocha? Eh ben je le connais pas, donc je n'en pense rien. Mais de mémoire, est-ce que c'est ce qui permet d'aller remplacer des méthodes à la volée? Tu peux nous répondre éventuellement soit dans le chat, soit dans la question posée. En tout cas, je m'en suis jamais utilisé, je m'en suis jamais servi, donc je peux pas répondre à cette question. Ok. Aucune idée, du coup. Du coup, je vais me renseigner. Merci. Alors, Juin répond, surtout utilisé pour manquer des classes abstraites. Pardon? Surtout utilisé pour manquer des classes Ah oui, abstraites. tu fais une recherche sur ça. Je pensais que c'était une autre question et je ne comprenais pas où était. Non, c'est oui, à ta question. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? T'avais dit, est-ce que c'est? Bah, Ouais. je pense qu'il va falloir lire un peu plus, mais oui, oui. Mais je pense que je regarderai ça ce week-end. Qu'est-ce Ouais. que je pense de l'aléatoire dans les tests? Je pense que c'est une bonne chose. Et ça dépend de quel aléatoire. J'ai pas envie d'avoir des tests. Le but de mes tests, c'est qu'ils soient déterministes et que lancer plusieurs fois le même test à différents moments ou sur différentes machines donne toujours le même résultat tant que j'ai pas changé mon code. Donc si c'est la partie aléatoire qui fait échouer les tests, c'est plutôt pas une bonne chose. En revanche, utiliser de l'aléatoire dans les tests permet de robustifier un peu nos tests
par exemple, on l'a pas vu, là je l'ai pas montré, mais dans le builder, par exemple, les valeurs par défaut, plutôt que de mettre pomme de terre, on pourrait mettre un set d'informations dedans, un set d'ingrédients, voire le générer, utiliser des dictionnaires d'ingrédients pour faire quelque chose qui change à chaque fois. Ce qui fait qu'en fait, nos tests, si on commence à mettre des valeurs en dur de tous les côtés, par exemple les gencives de porc, nos tests, assez vite, ils vont tomber sur une autre valeur, ils vont dire « Ah non, 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 ça ne marche pas, tu as utilisé une valeur en dur, donc peut-être que tu es en train de le faire en TDD, tu as pris ta première valeur pour faire ton implémentation, mais par contre, ça ne marche pas dans ton cas général. » Donc, plutôt une bonne idée, les tests, l'aléatoire dans les tests. Et il y a d'autres idées dans les tests, on peut parler de property-based testing, où là, l'idée, ça va être carrément de générer plein d'exemples aléatoires et de les pusher dans notre code pour essayer de trouver des contre-exemples, ce à quoi on a pensé. Donc, on va créer des règles et puis on va pusher des exemples dedans et on va voir ce qui se passe. Truc assez marrant à faire. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. J'en profite pour mettre dans le chat le lien vers la formation si quelqu'un est intéressé pour approfondir le sujet. Vous avez le programme complet ainsi que la durée et tous les éléments nécessaires, donc n'hésitez pas à aller voir. Et si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi ou contacter directement Charles. De rien. Moi, j'ai une question pour Johan. Est-ce que tu peux mettre le lien vers RunKit? Parce que je trouve plein de choses, mais je ne sais pas si je trouve les bonnes choses dans le chat. Et oui, désolé, j'ai décidé de te tutoyer. Mais on va dire que j'avais ton accord. Lucas est en train d'écrire. Merci Charles, merci Lucas, merci Evelyne, Kevin, tout le monde. Ouais, merci à tous. J'espère que vous allez embarquer des idées de recettes et des idées pour vos tests également. Merci Charlie. Alors je vais juste voir si Johan nous a quittés parce que... Non, tape. On n'a pas de... Ah, merci à vous pour la presse. Ouais, il n'a peut-être pas compris que tu lui demandais à... Non, c'est pas grave, je ne sais pas s'ils peuvent envoyer des liens de leur côté, donc pas de souci. Non, moi j'ai rien de mon côté, mais ok. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, vous pouvez discuter à une prochaine occasion. De toute façon, vous pouvez nous contacter aussi bien Charles que moi. Et je vous remercie à tous. Bon après-midi à tous. Et merci Charles pour ton intervention. De rien. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.